passerai la parole à notre président Olivier Wagner, qui introduira le sujet. Donc la RACT Réunion est une association loi 1901, donc installée à La Réunion, qui fait partie du réseau des 16 agences, 16 associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, vous avez ici d'un côté nos champs d'intervention. Donc on est 6 salariés à intervenir sur la qualité de vie au travail, ça c'est notre sujet principal, la qualité de vie au travail, le maintien dans l'emploi, mais également santé au travail, gestion des ressources humaines, dialogue social, égalité professionnelle, qualité de l'emploi et conduite du changement. Donc tous ces sujets qui concernent l'entreprise à la fois privée et publique donnent lieu à différentes actions, donc des actions d'accompagnement, du conseil et également ces séances d'information, de sensibilisation et de formation. Donc des afterworks qui ont lieu à peu près tous les 2 mois. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce sujet extrêmement important qui va être abordé de manière tout à fait originale. Donc je vais vous laisser le découvrir. Je présente quand même l'intervenant. Patrick Issartel, donc, qui vient de l'ANAC, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est l'agence qui chapeaute en fait les délégations régionales. Donc moi-même c'est Corinne Dubois, donc directrice de l'association, et vous avez ici Loïc Cagno et Nicolas Ménard qui sont les chargés de mission, avec Martine Grondin qui a assuré l'accueil. Donc notre petite équipe régionale est rattachée à l'ANAC et Patrick Issartel est notre parrain, notre référent à l'ANAC. Et donc on est très heureux de l'avoir accueilli toute cette semaine. Ça lui a permis de découvrir le terrain, le territoire, puisqu'on développe sur l'île des projets nationaux. Et donc il est responsable des grands projets et des partenariats. Donc on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Olivier Wagner, le président de l'association paritaire, j'ai oublié de préciser, moitié salarié, moitié employeur, va vous parler du sujet. Merci. Merci Corinne. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis encore président jusqu'à mi-novembre et en tant que représentant du collège patronal. Et mi-novembre, on aura une alternance avec cette fois-ci une nouvelle présidence et la présidence sera assurée par le collège salarial. En attendant, en tant que patron d'entreprise, bon, je ne vous cache pas que ce sujet effectivement m'a beaucoup préoccupé pendant toutes ces années où j'ai eu à gérer, à manager beaucoup de gros effectifs, parce que ce côté addictif ou même maladie évolutive amène souvent à de l'exclusion. Et donc, du coup, comment agir par rapport à cette thématique, cette problématique? On n'a pas toujours forcément les bons moyens quand on est patron d'entreprise, les bons mots. On ne trouve pas forcément les réponses à nos questions. Et quelquefois, on est limite d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue du droit du travail. Et c'est très, très complexe de pouvoir accompagner un salarié dans de telles conditions. Donc ce que va nous être présenté ce soir, en fait, c'est plus globalement, et c'est en fait sur 4 axes que Patrick Issartel va évoquer le sujet ce soir. Avant tout, c'est le maintien d'emploi des personnes qui sont dans cette situation-là, pour éviter l'exclusion. Il y a aussi le retour à l'emploi. Il y a le retour à l'emploi qui est une phase quelquefois importante, y compris d'un point de vue thérapeutique, parce que la personne a besoin de se sentir investie dans son milieu professionnel. Et donc, du coup, le regard de l'autre, la manière dont elle est accueillie au sein de l'entreprise, ce que l'entreprise fait pour cette personne-là est très important. Il y a tout l'aspect des proches, de développement de l'approche organisationnelle et collective au sein de l'entreprise, qui est un point relativement conséquent, mais je pense que c'est comme tout, il faut de la méthode. Une fois que la méthode est en place, on peut faire face à beaucoup de situations. Et au-delà de tout ça, en fait, c'est le comportement et c'est le monde d'une approche qui est plutôt individuelle, qu'il faudra regarder
Et c'est vrai qu'on soit patron d'entreprise, qu'on soit cadre, qu'on soit employé, on a tous à nos niveaux, et syndicats, bien évidemment, on a tous à nos niveaux une part de responsabilité dans l'emploi de ces personnes. Voilà. Je laisse la parole à Patrick. Merci. Merci, Président. Donc oui, bonsoir à tous. Patrick Sarfel, je suis rattaché à l'ANAC, à la délégation partenariat projet réseau. L'ANAC, très rapidement, pour vous situer, alors vous allez voir, c'est très rapide, parce qu'il n'y a que cette diapositive. Donc ça va être très vite. On est un établissement public administratif, on est en tutelle directe de la Direction Générale du Travail. Et on a une gouvernance non pas paritaire mais tripartite avec des représentants de l'État qui siègent avec le conseil d'administration et une mission de pilotage et d'animation de notre réseau de 16 associations régionales. 3 missions principales indépendantes de la délégation à laquelle je suis rattaché. Une première mission qui est l'expérimentation en entreprise, le plus souvent sous forme d'action collective. On a historiquement eu, pour ceux qui ont connu cette époque, des interventions en forme de diagnostic court, qui était une modalité d'intervention posée dans le code du travail. On a petit à petit laissé aller, on ne pratique plus aujourd'hui, pour être plus sur du pilotage de projet, du pilotage d'action collective. Une deuxième mission qui est de capitaliser à partir de ces expérimentations. Une troisième mission, une fois qu'on a réussi à stabiliser des méthodologies, c'est de les transférer, de communiquer et de passer le relais aux consultants et aux préventeurs, sachant qu'on travaille de fait, normalement et intuitivement, avec tous les réseaux de préventeurs au niveau national, en région également. Donc vous avez dit que ce serait très rapide. Donc l'ANAC, on est tout petit, on est 76 salariés, enfin contractuels, et avec un réseau qui est sur le terrain et qui, pour le coup, va mettre en œuvre les projets que la délégation à laquelle je suis rattaché essaye de négocier avec des grandes administrations, des administrations centrales, des grandes entreprises, des fédérations professionnelles, des branches, des filières, tous ceux qui veulent travailler avec nous, et comme l'a précisé Corinne en introduction, dans le code du dialogue social. Alors aujourd'hui, moi je vais essayer de ne pas trop endormir tout le monde ce soir, parce qu'on va quand même parler de sujets qui ne sont pas forcément les plus drôles. Le maintien en emploi des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives ou sujettes à des conduites addictives en entreprise. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter le cadre d'intervention qui est le nôtre, pour finir sur des modalités d'intervention qu'on essaye de développer, sachant qu'on est sur quelque chose qui relève des prérogatives de l'ANAC, et pas uniquement, parce qu'on a un portage qui est autour à la fois du plan cancer, dans une action qui a été travaillée, introduite dans le plan cancer, qui va arriver à échéance cette année, qui est de confier le développement expérimental d'une approche organisationnelle du maintien en activité et capitalisation et diffusion des bonnes pratiques sur le maintien des salariés atteints de maladies chroniques dans les entreprises. Dit comme ça, on n'y comprend rien. Simplement, on se dit aujourd'hui, et c'est la base de l'action dans le plan cancer, c'est de se dire qu'on va faire des missions d'expérimentation collective avec des regroupements d'entreprises. Alors, le terme cluster, vous allez l'entendre tout le temps. C'est une autre manière d'appeler nos actions collectives, on a changé de dénomination, où on fait travailler plusieurs entreprises, soit dans le même secteur, soit de secteurs différents, sur une thématique donnée, à la fois sur du temps collectif d'apport de méthodologie, du temps de travail, on se pose dans une logique de faire les entreprises vont travailler elles-mêmes, et on apporte un soutien entre les différents temps d'intervention collectif qu'on a avec eux sur du temps d'accompagnement individuel de l'entreprise. Donc on a un premier portage sur la question des maladies chroniques à travers le plan cancer, et on a également un portage à travers le plan santé-travail, à la fois sur l'action 2.7, sur le maintien en emploi des travailleurs atteints de maladies chroniques, toujours sur une logique expérimentale, et sur l'action 2.11, qui est la prévention des pratiques addictives en milieu professionnel, sachant que l'attente du code, quand ils ont validé le plan santé-travail, était de dire nécessité du développement d'une méthodologie qui permette de travailler sur les deux questions, entendues en arrière-plan, qu'on considère les pratiques addictives comme une maladie chronique, l'addiction comme une maladie chronique. Voilà, je vous reliste pas tout ça, le plan santé-travail est très bien écrit, je n'ai pas plus à rajouter. Je vais commencer... Ah oui, j'ai fait un micro unidirectionnel, c'est catastrophique. Je vais commencer plutôt par traiter de la question de la prévention des conduites addictives. Alors je vais switcher pratiques addictives, conduites addictives, je n'ai pas de religion en la matière. En milieu professionnel, peut-être par un temps de rappel, quelques définitions, qu'on soit sur la même ligne.
La première, une définition de l'addiction, qui est le synonyme de la dépendance, le terme est beaucoup moins utilisé aujourd'hui, et qui a remplacé aussi le terme de toxicomanie. Il s'agit des addictions avec ou sans substance. On a derrière la pratique addictive ou la conduite addictive, qui sont l'ensemble des pratiques de consommation d'une substance psychoactive, avec trois modes qui sont à distinguer, soit l'usage, ou appelé autrement usage simple, qui est une consommation occasionnelle ou régulière, et qui n'entraîne pas de problème de santé ou d'autres dommages à court terme, même si on a des complications qui peuvent survenir à moyen ou long terme. Très généralement, j'anticipe un petit peu, mais on est sur une pratique qui, pour l'entreprise, peut rester invisible. On peut avoir des collaborateurs qui consomment, qui fument, qui font usage de substances psychoactives, de médicaments, mais on n'est pas sur une logique où il y a un impact sur le travail. Deuxième type d'usage qui va être l'usage nocif, où on va avoir une consommation répétée et avec des complications sur le plan de la santé et ou du travail, avec de l'absentéisme possible, de l'accidentologie, et on arrive déjà sur un comportement considéré comme pathologique. Troisième niveau, on est sur la dépendance ou l'addiction. On est sur un désir de continuer la consommation malgré les complications existantes. Et on va faire prévaloir la consommation au-delà des questionnements et des répercussions qu'on aura sur l'activité familiale, sociale ou professionnelle. Et on va structurer son temps professionnel, son temps social sur la consommation. Et donc là, on est également sur du pathologique. Et on est aussi, lors de l'arrêt, sur un syndrome de sevrage qui peut survenir. Et pour le coup, sur la question de la dépendance, on peut avoir de la dépendance aux produits, sans substance, ou une dépendance au travail. On va être sur des dépendances comportementales. L'addiction au travail en particulier, je pense que beaucoup dans cette salle savent de quoi on parle. Nous, on essaye de limiter ça. Alors ça, c'est tout neuf, c'est des chiffres qui ont été sortis par la Midecor en tout début de semaine. Il y a un kit qui vient de sortir. Sur une répartition des pratiques addictives et des populations touchées. Population la plus exposée, les 18-35 ans, principalement au tabac, à l'alcool et au cannabis. On a tous les métiers qui sont concernés, tous les niveaux hiérarchiques également. On a 11% de femmes corps, par exemple, qui ont une conduite à risque avec l'alcool. Une prise de responsabilité va potentiellement générer également une surconsommation, une élévation du niveau de risque. Et 37% des postes, et bon, j'arrive même plus à me relire, 37% des actifs qui utilisent, et je n'arrive absolument plus, des outils numériques professionnels dans un contexte hors professionnel. Je pense qu'on est tous, tout simplement. Je pense que très souvent, on est confronté à cette situation, même le vendredi soir. Si on est après sur un découpage entre actifs occupés et demandeurs d'emploi, on voit une très forte prévalence des consommations, que ce soit tabac, alcool ou cannabis en particulier, chez les demandeurs d'emploi. Alors là, c'est très bien documenté, il y a tous les travaux de 2 jours là-dessus, il a beaucoup bossé sur la question de la surconsommation. Et on est quand même sur des taux assez élevés, on est sur les actifs occupés, sur une consommation d'épisodes d'alcoolisation ponctuelle de l'ordre de 18%, 18,6%, et 9,5% sur des ivresses répétées. On est à 22% et 14,5% chez les demandeurs d'emploi, 28% de fumeurs quotidiens chez les actifs, quasiment 40% chez les non-actifs, presque 10% de consommation de cannabis chez les actifs, 16% chez les non-actifs. Alors, on a un effet, alors c'est pourtant qu'on a plus le temps de fumer ou de boire ou de fumer des cigarettes, c'est simplement qu'on a c'est un lien pathologique qui monte de jour dans ces travaux et qui est un syndrome qui est lié en fait au manque d'activité. Bon, je reprends rapidement les mêmes chiffres sur une autre forme, on peut passer assez rapidement. Peut-être un petit rappel sur les différentes substances psychoactives. Les stimulants, avec l'effet qu'on en attend, un état d'éveil, d'excitation, de réduction de la fatigue, un sentiment d'assurance et de confiance en soi. Là, on va plutôt avoir recours à de la cocaïne, des amphétamines, de l'ecstasy et de la caféine, entre autres. Une deuxième famille qui relèvera plutôt des perturbateurs ou des hallucinogènes, où là, on va chercher dans l'usage une perception perturbée, qui
qui vont avoir un effet de perturbation de la perception de l'environnement, de la réalité, du temps, de l'espace, et une sensibilisation exacerbée au son et aux couleurs. Substances habituellement consommées pour ça, de l'alcool, du cannabis, du LSD, des champignons hallucinogènes, et puis une troisième clause qui va être plutôt autour d'un effet dépresseur ou sédatif, avec une sensation de détente et de rêve, et une perte d'inhibition avec l'usage de médicaments, de psychotropes, de GHB ou d'alcool. Sachant qu'on a bien évidemment des polyconsommations. Ou pas, mais quand même généralement. Alors j'ai un très sale accent lyonnais, donc n'hésitez pas à me reprendre. Alors quel lien avec le monde de l'entreprise? On a pu identifier dans les travaux qui ont été menés trois origines principales. L'importation, avec une consommation qui va être plutôt en rapport avec la vie privée, mais qui va déborder dans le monde du travail. Une logique d'acquisition, et là on va peut-être en particulier sur des cultures d'entreprise ou des cultures professionnelles, avec une consommation à l'occasion de pots en entreprise, de repas d'affaires, ou plus largement de processus d'apprentissage et d'intégration dans un groupe. Et une autre origine, qui est celui de l'adaptation, où la consommation constitue une stratégie pour tenir le travail. Je reviendrai un peu plus après sur ce dernier point, normalement plutôt sur l'addiction au travail. En revanche, on a trois modes d'importation, acquisition et adaptation. On a une conséquence qui va être commune, et ça c'est l'entrée que le réseau Anact-Taract a choisi, c'est celle des impacts qu'on va avoir sur le travail. J'anticipe un petit peu, on va plutôt être sur une approche collective, une approche organisationnelle, et non pas sur une entrée individuelle. Et pour ça, nous, on ne sait pas faire autrement, on va aller regarder le travail réel des personnes. L'addiction comportementale, l'addiction au travail en particulier, qui peut être générée par un contexte organisationnel qu'on retrouve de plus en plus en entreprise, autour d'une culture d'excellence, de l'efficacité qu'on va rechercher à tout prix, d'objectifs qui peuvent être trop élevés, pas nécessairement une volonté, mais des objectifs qui peuvent être posés à un moment donné dans une cadre organisationnel, un cadre productif, mais qui, au regard des évolutions de la vie de l'entreprise, peuvent se retrouver en décalage avec les capacités à faire des personnes. Donc on aura plutôt tendance à aller chercher une compensation ou l'aide d'un produit. La précarité professionnelle, généralement dans les codes de restructuration, de fusion, de réduction d'effectifs, peuvent devenir aussi des facteurs aggravants. L'addiction au travail va toucher de manière très forte plutôt les personnes qui ont un engagement fort dans le travail. Quand on a un travail hyper sollicitant, également un travail qui va être source de plaisir ou de satisfaction, quand on est en peur de l'inactivité ou recherche de défis permanents. Donc plutôt des personnes qu'on a en entreprise, qui sont volontaires, dont on a qu'à se louer les capacités à produire, et qui à l'arrivée vont s'effondrer, à un moment ou à un autre. Alors, je sais que ça a fait hurler certaines personnes quand on avait présenté cette diapositive aux journées de prévention des addictions. Il y a 2 ans, on a parlé d'opportunités éphémères pour les personnes. La consommation, on peut nous la considérer, on la consomme comme une opportunité éphémère. Alors pourquoi éphémère? Parce qu'on va avoir une performance individuelle qui va profiter à l'organisation et au collectif, et pas uniquement à la personne. Donc c'est plutôt un effet positif. Sur l'individu, on a une meilleure confiance en soi, on a une mobilisation plus forte, on a une récupération plus rapide, et c'est plus facile de s'intégrer dans le collectif. Du coup, les effets, les impacts sur la santé dans les premiers stades vont être invisibles, et la pratique de consommation va être invisible. On a eu pas mal d'échanges avec des chefs d'entreprise à cette occasion. On disait, on a X personnes qui aujourd'hui ont présenté des signes de conduite ou de pratique addictive dans notre entreprise. Je pense que dans ce commentaire-là, beaucoup ont fait l'impasse sur tous ceux qu'ils n'avaient pas repérés, et qui sont plutôt des gens productifs en général. Et de fait, ça devient une menace pour la personne et pour l'organisation quand on commence à basculer du côté sur de la force, si je veux dire de manière un peu triviale, par une perte d'efficacité, une perte de productivité, une perte de qualité, par les impacts sur l'organisation du travail et sur le collectif, avec des accidents de travail, plus de risques professionnels, plus de retard, plus d'absence. Le travail en équipe et les relations professionnelles vont s'en trouver impactés.
et on aura une incidence d'un coup sur la santé, sur la carrière et sur l'image de l'entreprise. Et en fait, c'est un processus de mise en visibilité. La pratique devient visible et d'un coup, l'entreprise se dit « j'ai un problème là-dessus. J'ai quelqu'un qui consomme, j'ai X personnes qui consomment, et ça arrange tout le monde. » Moi, je l'ai vécu à titre professionnel dans un autre monde, dans le monde du transport, quand je travaillais dans ce secteur, avec un employeur dont je tairai le nom, mais qui ne s'étonnait pas de voir des chauffeurs 38 tonnes pouvoir enchaîner 4 allers-retours à Paris. Ça fait beaucoup de kilomètres pour une seule personne, sans pause. C'était l'époque où il n'y avait pas encore les chronotaquets électroniques, on surveillait beaucoup moins ce genre de choses, jusqu'au moment où les gens s'effondraient ou avaient un accident. Donc là, on est sur l'apparition, la mise en visibilité de la consommation de la personne, parce que d'un coup, on passe dans un circuit médicalisé, et il se passe quelque chose qui relève de la prérogative de l'employeur. Quand on va intervenir au niveau de notre réseau sur les questions de pratiques addictives en milieu professionnel, on aura plutôt tendance à réfléchir sous forme d'un triptyque, sachant qu'on considère qu'on ne peut pas traiter l'un sans traiter l'autre, si on veut être sur une logique, ce qu'indiquait Corinne tout à l'heure, sur une logique globale, sur une logique systémique. On va travailler à la fois sur du réglementaire, mais pas que. On a énormément de cabinets de conseil en France qui nous sollicitent aujourd'hui, mais qui ont une approche uniquement réglementaire, comment on peut border juridiquement le risque pour l'entreprise. On a aussi une approche prévention des risques, ce qui commence à devenir un quotidien pour l'entreprise, parce que si le risque est identifié, bien évidemment, on doit le mettre dans le document unique, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et une approche qui serait aussi autour du maintien et du retour en emploi des salariés. Donc quand on intervient, on est sur ces 3 registres. Maintenant que j'ai exposé des sujets un petit peu rébarbatifs, on va faire un peu 2-3 quiz, si vous en êtes d'accord. Les 3 substances les plus consommées par les hommes sont les médicaments, l'alcool et le cannabis dans le monde professionnel. Vrai ou faux? Ouais. Plutôt vrai? Plutôt faux. On a le tabac, on a l'alcool, on a le cannabis, avec vraiment des répartitions très différentes suivant les secteurs d'activité et suivant les catégories socio-professionnelles, sachant qu'on voit que les cadres sont moins exposés sur la consommation tabagique, sur la consommation quotidienne d'alcool, et voir sur les autres niveaux de consommation. L'agriculture est un peu surreprésentée sur ces différents registres, l'artisanat sur la consommation de tabac, et notamment après sur les gros épisodes d'alcoolisation mensuels, et beaucoup plus de représentation des ouvriers sur la consommation tabagique et sur les alcoolisations fortes. Nous, on a un axe prioritaire à l'agence qui est l'égalité professionnelle, donc je vais vous proposer le même pour les femmes. 3 substances les plus consommées, cannabis, tabac, médicaments. Ouais, c'est de faire avoir le premier coup, pas le deuxième. Tabac, psychotrope et alcool, sachant qu'on va avoir une surreprésentation sur les artisans, sur les employés, sur les ouvriers, sur le tabac, beaucoup moins chez les cadres. Sur l'alcoolisation, on sera plutôt sur des alcoolisations fortes chez les cadres, mais vraiment à partir d'un certain niveau. Chez les ouvriers également, et chez les agriculteurs, on retrouve le tabac très fort. Si on essaie de se donner quelques repères sur l'estimation du nombre de consommateurs de substances psychoactives en France métropolitaine, alors je suis désolé, je n'ai pas les chiffres pour la Réunion, on a quelques difficultés à les collecter. L'alcool, 47 millions d'expérimentateurs sur l'année, 43 millions sur l'année, 9 millions avec un usage régulier, 5 millions avec un usage quotidien. Donc on est quand même sur un phénomène qui est loin d'être un épiphénomène. Sur le tabac, 38 millions, 17 millions dans l'année et 14 millions au quotidien. Sur le cannabis, 17 millions, 5 millions d'usagers dans l'année, 1,4 million d'usagers quotidiens, réguliers, dont 700 000 usagers quotidiens. Et avec les questionnements en cours, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu aller regarder le rapport du Conseil d'analyse économique, où une des prépos qui est faite est une légalisation du cannabis récréatif, avec un chiffrage en termes de revenus fiscaux et d'emploi. Donc il va questionner quand même très fortement, si c'est une préconisation qui est mise en place, le rapport de la consommation à l'entreprise. Des évolutions plutôt sociétales qui seraient en train de se réfléchir. On a des premières expérimentations de cannabis thérapeutique.
L'usage de la cocaïne, 2,2 millions d'expérimentateurs et 450 000 usagers dans l'année. Expérimentation au niveau de la MDMA et de l'ecstasy sur 1 700 000 personnes et 400 000 usagers dans l'année. Vraiment des chiffres qui sont loin d'être neutres. Et sur l'héroïne, l'expérimentation autour de 600 000 personnes. Donc on est quand même sur des phénomènes assez larges, très larges. Et surreprésentation du tabac et de l'alcool. Même si je n'ai pas les chiffres, c'est ce que j'ai pu lire quand même sur la Réunion, on est quand même contre l'inverse. Consommation licite ou licite diffère selon les secteurs d'activité. Vrai ou faux? On peut essayer même de se donner un tiercé des secteurs les plus touchés, si vous voulez. Et on a dans l'ordre des ordres la construction, le secteur du bâtiment, le secteur des arts et spectacles et la restauration et l'hébergement. Donc des secteurs particulièrement compliqués à aller travailler, sachant qu'on a beaucoup de populations saisonnières et donc les actions de prévention sont excessivement difficiles à mettre en place, notamment sur le restaurant et l'hébergement. Encore un petit quiz, le dopage au travail est nécessaire pour être au top. Ah ouais. Vous avez tous remarqué qu'on a des machines à café dehors un vendredi à 17h30 quand même. C'est malgré tout faux. Là, on a essayé de reconstruire avec une collègue les processus de dopage, puis l'arrivée sur la dépendance, avec un premier temps qui est toujours la magie du médicament ou la magie de la substance. Mais si on reste sur le médicament, c'est encore plus parlant parce qu'on parle d'un phénomène légal. Avec une médicalisation pour répondre à un problème précis, au travers d'une prescription, soit le sommeil, soit de l'anxiété, soit une fatigue récurrente, avec une augmentation des doses pour aller encore mieux. Et là, on commence à arriver sur des phénomènes d'automédication. Forcément, une automédication, on arrive sur un échec quand même. Et on va essayer d'autres substances psychoactives qui vont générer ce qu'on voyait quelques diapos en amont de la dépression, du sentiment de ne plus être à la hauteur, et une prise de conscience par un événement indésirable. C'est exactement le process qu'on voyait tout à l'heure, et qui peut générer de la honte, de la culpabilisation vis-à-vis de la consommation, mais surtout de l'économie, de l'isolement professionnel, et in fine de la perte d'emploi. Et de la perte d'emploi, c'est de la perte de compétences pour les entreprises également. Ce qu'on a essayé de voir, c'est est-ce qu'on peut trouver des déterminants qui contribuent aux conduites addictives et aux addictions en entreprise. Et bien, on a non seulement réussi à en identifier, mais on a même réussi à les relier à notre magnifique marguerite de la qualité de vie au travail. Alors moi, j'ai un très gros problème pour vous décrypter cette diapo, parce que je suis daltonien. Donc je suis infichu de vous dire où imputer les différentes thèmes, et je pense que vous y arriverez de vous-même. Charge de travail, ennui, compétences non mobilisées, absence de marge de manœuvre, horaire de travail supérieur à 48%, et là, globalement, on a de l'ordre de 12% de chance ou de malchance en plus de consommer. Surengagement des personnes, manque de soutien de reconnaissance, horaire décalé et irrégulier, pénibilité de l'activité, lien avec le collectif de travail et prise en compte des variabilités de la personne. Ou non prise en compte des variabilités de la personne en particulier, on va assigner à chacun individu dans l'entreprise les mêmes objectifs que les autres. Derrière, on a pu relier ça malgré tout à la question du contenu du travail, à la question de la santé au travail, du recours aux compétences et du parcours professionnel, au management qui serait plus ou moins participatif, à des questions de relations de travail. Et l'égalité professionnelle peut être un peu moins si c'est dans les facteurs différenciants sur les produits utilisés, comme on l'a vu, et sur les modes de consommation. Alors, si on essaie de se dire, une fois qu'on a dit ça, l'ANAC préconise quoi, globalement, comme prise de vue? Simplement, deux écueils qu'on essaye d'éviter, ça relève aussi des échanges qu'on a avec la mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives. C'est on a tout fou si on essaye de rester dans une logique répressive ou une logique de sanction. Ça, c'est le premier point, et nous, on essaye de le marteler en entreprise quand on est sur ces questionnements-là, sachant que, je vous rappelle le critique tout à l'heure, réglementaire, maintien et prévention. Et intervenir en jugeant les comportements dits privés sans répercussion sur le collectif de travail. On va travailler sur le fait que la personne consomme en tant qu'individu privé, en oubliant que cette consommation va impacter le travail,
sa performance, l'organisation et les collègues. Du coup, comment on se positionne de manière très institutionnelle sur la gauche dans un cadre d'action qui est celui du plan santé-travail, du contrat d'objectifs et de performance de l'agence, de nos programmes d'activité, d'un appel à projet FACT qu'on a lancé en 2018 sur le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, autour du maintien en emploi des personnes fragilisées par des situations de handicap, de maladies chroniques ou de pratiques addictives. On a un partenariat, et pour le coup, ce partenariat est décliné dans 4 régions, dont la Réunion, avec la mission interministérielle de lutte contre les drogues, l'ANAC et l'emploi. Donc on a travaillé ce matin avec la directrice de l'emploi sur la mise en place d'un cluster, donc une action collective. On a réfléchi à quelle entreprise on pourrait chercher, comment on va pouvoir travailler ensemble, sachant que l'idée qu'on a derrière, c'est de se dire l'ANAC et son réseau est plutôt des spécialistes de l'organisation du travail et de l'analyse du travail. L'emploi est plutôt un réseau spécialiste de la luttologie et de l'approche individuelle. Et si on est intelligent et on pense qu'on l'est, on bosse ensemble, on devrait sortir des résultats plutôt bien. Donc ça, c'est un partenariat qui est tout neuf. Et l'animation du réseau de nos ARAC sur la thématique, sachant qu'aujourd'hui, toutes les ARAC ne sont pas en capacité de déployer ce type d'intervention. On monte en compétences et on espère, à court terme, je ne vais même pas dire à moyen terme, pouvoir intégrer ça dans les conventionnements qu'on a avec nos associations. Et du coup, nous, ça génère quelque chose de très simple, c'est que notre entrée, vous avez vu sur la Marguerite, ça va être une entrée qu'on a autour de l'entrée qualité de vie au travail. On ne va pas savoir, et quelque part, on s'attache, nous, aux questions de travail et d'impact sur le travail, donc savoir quelle est la substance consommée, pour nous, ça a assez peu d'intérêt. Savoir qui consomme, ça a assez peu d'intérêt, mais on va surtout être sur une entrée sur le travail. Le réglementaire, on laisse ça aux gens qui savent le faire, c'est pas notre job. On s'en inspire, on regarde ce qui se fait, on essaie d'intervenir dans un cadre réglementaire, mais c'est pas notre cœur de métier. Notre code d'intervention, dans ce cadre-là, il repose sur une méthodologie d'accompagnement des organisations avec un dépassement de l'entrée de la dimension individuelle pure de la question des addictions et des pratiques addictives. On considère que la pratique de la personne en emploi va s'intégrer dans son quotidien professionnel, dans ses relations avec les collègues, avec la hiérarchie. Une vision du travail qui va être à la fois l'image d'Épinal, le travail est un risque, est une souffrance, mais surtout qui est une ressource pour la personne et une ressource dans le cadre de la prévention des conduites addictives, qui peut être une source d'épanouissement et de performance. Avec une entrée sur le travail et son organisation, et pas uniquement, j'ai déjà dit, sur la substance ou la pathologie, on va réfléchir en termes de dopage professionnel et on va envisager le produit, mais je l'ai également dit, comme une ressource éphémère et surtout proposer aux entreprises une approche non stigmatisante ni pour elles ni pour les personnes. Sachant qu'aujourd'hui, on reste sur un très très beau tabou de questionner la pratique addictive. On était avec un secteur hier matin particulièrement exposé, où des chefs d'entreprise nous ont dit « mais non, c'est interdit dans les locaux, mais pas de ça chez nous ». Un secteur qui est très représenté sur votre île, on a doucement rigolé, très doucement rigolé. Puis à la fin, ils sont venus nous voir en aparté en disant « en fait, si on a quelques petits problèmes, l'air de rien, si vous pouviez bosser avec nous, ce serait peut-être pas une mauvaise idée ». Et on va porter un regard également, pas uniquement sur la situation de travail telle qu'elle est au moment où on a détecté, où l'entreprise a détecté une personne qui consomme, mais également sur qu'est-ce qui, dans les évolutions de l'organisation passée, en cours ou à venir, peut générer du risque. On va regarder les indicateurs de performance qui sont parfois non maîtrisés et qui ne sont pas forcément, alors il y a dans leur lien avec l'organisation du travail. On a une fâcheuse tendance parfois en entreprise à donner de la performance, de l'indicateur, à vouloir objectiver des choses pour lesquelles l'organisation n'est pas prête, ou les personnes ne sont pas prêtes. On va essayer de prendre en compte également dans ce tableau qu'on essaie de brosser les contraintes externes, soit des contraintes de marché, de concurrence, de clientèle, ou de rapport avec la clientèle. Parce que le problème peut ne pas venir que de l'entreprise, peut venir d'une structuration de filière, ou de mauvaise organisation du travail entre différents postes dans la chaîne productive qui amènent à un moment ou à un autre à devoir pallier ces insuffisances. On va regarder l'articulation entre prévention des risques réglementaires et maintien d'emploi et
on va essayer d'éviter la désinsertion professionnelle, la réduction des risques. On n'est pas sur une logique, le tabac c'est tabou. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez le film, mais on n'est pas là pour juger les personnes, on n'est pas là pour dire il faut absolument arrêter. Ça relève de la vie privée, de la vie de la personne. Mais comment est-ce qu'on peut réduire le risque et pour la personne et pour l'entreprise? Et en fine, essayer d'adapter le travail et son organisation pour permettre son maintien. On verra, on parlera de maladies chroniques derrière, on est exactement sur les mêmes entrées. J'ai même pas vu que j'allais aborder ça tout de suite. Donc si on est sur les maladies chroniques évolutives en milieu professionnel, là évidemment on ne va pas échapper à deux, trois petites définitions. Une maladie chronique évolutive est une maladie de longue durée, évolutive, souvent associée à une invalidité et à la menace de complications graves. Alors c'est des gens bien plus spécialisés que nous qui ont dit ça, c'est l'OMS. Et dans ces maladies, on va inclure le cancer, le diabète, la sclérose en plaques, le sida, les affections cardiovasculaires, les polyarthrite rhumatoïde et quelques points de suspension. Avec une situation qui est liée au progrès de la médecine, qu'on peut identifier que de plus en plus de personnes dans ce cadre-là de maladie sont encore en capacité de travailler. Nous, ça nous a posé la question de à quel coût. Il y en a quelques éléments de réponse derrière, et c'est pas folichon. On a chaque personne qui va être un cas particulier, mais en revanche, comme pour les conduites addictives, on a des répercussions dans le travail qui sont souvent communes, de la douleur, de la fatigue, de la somnolence, de la variabilité d'humeur, des temps d'abattement, des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire, j'en passe et des meilleurs. Derrière ça, on sait que la répercussion se fait à la fois sur la personne et à la fois sur le collectif de travail. Avec une grosse particularité, c'est qu'on est sur des épisodes qui sont impossibles à prévoir. Là encore, par un épiphénomène, 20% de la population française touchée, dont 15% de la population active. Donc là, on est vraiment sur un enjeu à la fois de santé publique et de santé au travail. On essaye de faire cette jonction. C'est pas simple, comme vous le savez, mais c'est des choses qui commencent à arriver un peu à l'agenda. On a essayé de faire une petite focale sur les personnes encore en emploi au moment des 5 ans après les diagnostics du cancer. Ça, c'est un boulot qu'a fait l'INCa. l'Institut national du cancer, et on peut noter une détérioration de la situation professionnelle des personnes à 5 ans après le diagnostic, comparé aux personnes à 2 ans après le diagnostic. Une logique de désinsertion qui se met en place. Là encore, un portage institutionnel, je dirais un contexte institutionnel qui est favorable à l'action, un plan cancer, un plan santé-travail et un plan MCE avec une extension des missions du référent handicap aux maladies chroniques. Se pose, et le président l'a indiqué tout à l'heure, la question du retour au travail. Quand la phase aiguë s'achève, ou qu'une période de rémission s'annonce, la personne reste malade, malgré tout. On a des limitations éventuelles fonctionnelles des activités. On peut avoir une nécessité de s'inscrire dans un parcours de soins ou un parcours médico-social, des obligations administratives et thérapeutiques, des contraintes familiales et personnelles, une incertitude et une crainte liées à l'évolution de l'état de santé à long terme. Tous ces facteurs sont considérés comme restrictifs au maintien à l'emploi. La facilité au retour à l'emploi, elle va aussi jouer au niveau de la souplesse de l'organisation du travail. Si vous êtes dans un cadre organisationnel verrouillé, ça devient excessivement compliqué. Ça se joue aussi au niveau de la compréhension des marges de manœuvre du collectif. Est-ce que moi, dans mon entreprise, dans mon collectif de travail, les collègues avec lesquels je bosse, on est en capacité de se donner un peu de largesse pour faire en sorte que les variabilités de mon collègue qui est malade puissent être palliées? Est-ce qu'on m'a laissé cette opportunité? Est-ce que les effets de la maladie seront plus ou moins sensibles ou pénalisants? Et est-ce qu'on a des soutiens ou des aides à l'extérieur du travail? Là, c'est nos collègues de Nouvelle-Aquitaine qui ont bossé là-dessus par questionnaire. On a eu, fait un beau taux de réponse quand même. On a 7349 réponses. Et un tiers des répondants disent que cette aide a permis à la personne atteinte de se maintenir en emploi. Je poserai une question tout à l'heure. Je vous demanderai qui c'est qui manque dans le tableau à un moment ou à un autre.
On a 29% des personnes qui ont pris en charge une partie de l'activité extérieure à l'entreprise et 15% qui sont intervenus dans l'organisation du travail. Sur ces répondants, on en a 17 qui envisagent, les aidants extérieurs, un changement de situation professionnelle pour aider. On en a 17 qui ont modifié leur propre organisation du travail et 9% qui ont eu recours à un arrêt maladie pour aider la personne malade. Qui est-ce qui manque quand même dans ce tableau? On a parlé du collectif, on a parlé de la personne, on a parlé des aidants extérieurs. Ah, c'est pas eux que je pensais parce qu'ils font leur job. Il manque l'entreprise. Aujourd'hui, il manque l'entreprise dans la prise en compte collective ou organisationnelle. Aujourd'hui, il manque l'entreprise. On a des entreprises, on parlera après, il y a un club entreprise qui est porté par l'INCOR, il y a une charte des bonnes pratiques des entreprises qu'on a co-rédigée avec l'INCOR, avec DRH et l'ANACT. Mais globalement aujourd'hui, c'est un point obscur de l'organisation d'entreprise, de comment je fais pour garder en emploi ou faire revenir en emploi des personnes atteintes de maladies chroniques, tout comme je fais revenir en emploi ou je maintiens en emploi des personnes qui ont des conduites addictives. Quand on dit ça, c'est pas porter un jugement, c'est juste faire une focale, se dire aujourd'hui, on a ce sujet à traiter. Quels effets et quels impacts communs de la maladie? Fatigue physique et psychique, variabilité, dépression secondaire, endormissement, perte de concentration et difficultés psychiques, physiques, mentales. Peur de la perte d'emploi, difficulté à revenir au travail, stigmatisation, isolement et image à l'extérieur. Donc le tableau est quand même assez noir. Impact pour l'entreprise maintenant, retentissement sur le collectif. On a un effet invisible en fait pour l'entreprise, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle s'en saisit pas ou elle a beaucoup de mal à s'en saisir, c'est que 80% des maladies chroniques sont invisibles. Et au-delà des 80% de maladies chroniques qui sont invisibles, on n'a pas nécessairement la velléité d'aller expliquer à son DRH ou son parent qu'on a une maladie grave. On ne sait pas comment on va être accueilli, on ne sait pas vers qui se tourner nécessairement, et ça relève aussi du secret. Non seulement les maladies sont invisibles, mais les effets sont invisibles et les effets des traitements parfois sont invisibles pour les personnes. Ou alors on va pallier, on va cacher, on va masquer. Il est possible, alors je mets très gros guillemets où il est possible, on sait que ces effets vont perturber l'organisation du travail sans que le collectif en comprenne nécessairement les causes. Et là on rentre sur des processus d'isolement de la personne. On va pallier, on va s'organiser, on va réguler pendant un certain temps. Arrive un moment, on n'aura pas la casquette. Et le collègue qui est malade, on ne sait pas forcément qu'il est malade, mais le collègue qui s'abstente, le collègue qui est moins performant, le collègue qui, ça devient un collègue qu'on va exclure mécaniquement du collectif. Non prise en compte des effets de la maladie désorganise sur, en particulier, les modifications de planification de répartition de charges qui va être reportée sur les collègues. On va gérer au mieux dans l'urgence et pour le coup, c'est le N+1 qui va devoir gérer ça sans savoir ce qui lui tombe dessus. Une répartition du travail qui pourra être inégale et qui peut provoquer ce que j'indiquais à terme à l'isolement de la personne, une incompréhension de la situation et des difficultés à identifier les personnes concernées. Là, on est sur le processus d'invisibilité. La logique est un peu la même quelque part que sur les pratiques addictives. On voit la chose, elle est mise en visibilité au moment où il y a un pépin. Au moment où, moi je suis DRH et je vois un collègue complètement isolé, ou alors quand la personne n'est plus du tout en capacité de tenir son poste parce qu'elle a plus le soutien de ses collègues. C'est méconnu des collègues, c'est méconnu des encadrants, c'est méconnu des entreprises généralement, les effets que peuvent avoir les maladies ou les traitements. Il y a les deux niveaux. Les malades hésitent le plus souvent à faire état de leur santé, de leur situation, et de fait, sans que ce soit volontaire, l'organisation du travail reste souvent discriminante, avec des contraintes qui peuvent être trop sévères. Et là, je vais reboucler gentiment avec la qualité de vie au travail, et laisse pas la possibilité de faire autrement, de s'organiser autrement. Et juste pour mémoire, la définition de la QBT, alors l'accord national Interpol est juste un du bord, on est tous d'accord avec ça, mais il y a une phrase dedans qu'il faut retenir, mais qui fait écho à ça, c'est se dire que la qualité de vie au travail, ça reste la capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de son travail. Si on n'a pas ça, on est sur une contrainte quasi insurmontable pour faire évoluer la situation. Les salariés se trouvent en difficulté,
nécessairement. On va avoir une mise en place de stratégies et de régulation pour atteindre la performance attendue, le plus souvent au détriment de la santé. Alors, nos collègues de Nouvelle-Aquitaine, alors je fais beaucoup référence à eux, mais ça fait 15 ans qu'ils bossent ce sujet, c'est eux qui ont amené à l'agenda chez nous, viennent de faire une étude sur les indépendants, les patrons de TPE, et je crois que c'est de l'ordre de 20 à 30% qui arrêtent les traitements pour continuer à bosser, avec des répercussions magistrales sur la santé, sur un risque de décès derrière. Un tiers des personnes qui arrêtent les traitements, effet secondaire trop lourd, atteindre des objectifs privilégiés et on va respecter les exigences du travail. Donc on va se mettre en danger pour travailler, pour atteindre ces objectifs. Ce qui est juste hallucinant, mais une réalité aujourd'hui. Donc cette étude a été faite aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, on est en discussion avec l'Institut national du cancer pour la faire à grande échelle. Donc ça arrivera sur vos mails à un moment ou à un autre. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que le mot travail étant variable, on n'est pas deux individus à travailler de la même manière, avoir les mêmes caractéristiques, en fait, l'entrée de vous qu'on porte, c'est que la maladie chronique va faire simplement se dire que le salarié, c'est un salarié ordinaire, simplement. Sauf que sa variabilité liée à la maladie ou liée au traitement va en faire un salarié ordinaire dans sa plus grande forme de variabilité. Ça, on peut y passer, joli petit chapitre. La variabilité des capacités de travail est liée à l'évolution de la maladie et à une fatigue chronique. Ça peut s'exprimer, et c'est là que ça devient très perturbant pour les entreprises, pour les collègues ou pour les encadrants, soit sur des années, soit au sein d'une même journée de travail. Et ça, à comprendre, c'est excessivement compliqué. Parce qu'on ne sait pas pourquoi le collègue, ce matin il est bien, cet après-midi il n'est pas bien, et pourquoi pendant 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, tout allait bien, et d'un moment il s'effondre. C'est inattendu, c'est plus ou moins prévisible en termes d'évolution, de variation de l'état de santé, et ça peut, là encore, amener à l'exclusion. Quelques exemples de retentissement sur l'activité. Donc, prise en compte des effets de la maladie, répartition de la charge, on l'a déjà vu, situation de travail pas adaptée, des collègues qui ne comprennent pas, des encadrants qui doivent faire face à des difficultés qui sont les leurs, qui sont celles de la gestion de l'entreprise, de l'organisation de la production et de l'atteinte des objectifs. Je vais basculer rapidement sur quelques repères pour l'action, tel qu'on l'a vu, nous, à travers les projets qu'on a portés, en particulier celui qu'on a porté avec l'INCOR. L'objectif du projet qu'on a porté, favoriser le maintien en emploi, aider les acteurs de l'entreprise à mieux appréhender et traiter cette problématique et valoriser les espaces de concertation et de discussion pour permettre à l'ensemble des partenaires, ce qu'on a indiqué tout à l'heure, mieux travailler ensemble, que ce soit dans le privé ou dans le public. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodologie, j'en parlerai un petit peu après, c'était vraiment l'idée de donner quelques repères. La sensibilisation marche plutôt bien. 5 régions engagées, 200 entreprises touchées, 18 actions menées, donc ça va bien. La formation, ça va plutôt pas mal. On va pas fait partout, 50aine d'entreprises touchées, 6 formations menées. Les expérimentations, d'un coup, on arrive un petit peu sur le tabou. On a eu 3 clusters qui ont été portés, avec 3 entreprises ou 3 collectivités, on avait dans les régions plutôt. Nouvelle-Aquitaine a travaillé à la fois sur des collectivités et des entreprises, Languedoc-Roussillon sur des entreprises, et Picardie a travaillé, je crois, sur des collectivités. Donc on est vraiment aujourd'hui, encore sur un stade expérimental dans le développement de nos interventions. Des régions pilotes, je l'ai indiqué. Ce que j'indiquais tout à l'heure, un club de vente d'entreprises, alors c'est plutôt des entreprises du CAC 40 pour le moment, qui sont ou Euro Disney ou des très très grosses boîtes, avec une réelle difficulté aujourd'hui à toucher les PME TPE, qui malgré tout sont le cœur de cible de l'agence et des arrêts. Je dirais une logique très classique de sensibilisation XP du comité de pilotage régional. Notre grade, nous, c'est de créer des écosystèmes autour de ces questions. On essaie d'y arriver. C'est pas toujours simple. De la mutualisation d'outils, des extensions régionales, des réformes territoriales
vers les autres régions et une valorisation de la communication. Vous verrez à la fin, on a quelques produits de sortie, quelques livres qui sont accessibles en ligne. Pas de difficulté par rapport à ça. Quelle approche développer? Vous n'êtes pas sans savoir que l'approche, alors qu'on soit là, je peux même faire tout terrain, maladie chronique ou pratique addictive, on est plutôt aujourd'hui sur une approche individuelle qui est orientée sur les aménagements, voire sur l'inaptitude dans certains cas. C'est un état de fait, moi je porte aucun jugement là-dessus, le système est structuré comme ça aujourd'hui, le système est en train de réfléchir sur lui-même, notamment sur la question du handicap, il y a eu la concertation GT4 au niveau de la GFIP qui a été portée à la demande du secrétariat d'État aux personnes handicapées. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est l'inverse, de la bouche des partenaires sociaux et de tous les préventeurs qui étaient là, et de dire, on commence à voir les limites d'une entrée individuelle, on commence à voir l'enjeu qu'il y a à avoir des formations communes, employeurs, représentants du personnel, encadrants, sur ce que sont les effets des maladies chroniques, je peux rajouter sur les pratiques addictives,